Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré avec Nathanaël Delahaye, designer senior ID and UX chez Deltador et co-responsable du Master Sustainable Innovation by Design à l'ENSI. Après nous avoir présenté son parcours dans 2 entreprises de domotique, Nathanaël nous explique comment se structure le développement de projets chez Deltador en soulignant l'importance d'intégrer le design produit dès les premières étapes de conception. Il met en évidence la nécessité d'un travail collaboratif avec les autres services pour assurer le succès des projets. Chez Deltador, le design ne se limite pas à une collaboration avec le marketing et le bureau d'études, mais inclut également la production et les achats qui jouent des rôles cruciaux dans les équipes de développement. Nous discutons également de l'évolution des pratiques du design au cours des 24 années passées par Nathanaël au sein de l'entreprise, de la valeur ajoutée qu'apporte un designer intégré par rapport à un consultant externe dans la concrétisation des projets. Nous évoquons ensuite comment le design est devenu un élément incontournable des projets de domotique, quelles que soient les marques, afin de répondre aux attentes des utilisateurs, particulièrement depuis l'arrivée des objets connectés. Le design chez Deltador est maintenant aussi bien du design produit, du design d'interface que de l'application, rendant essentielle une cohérence globale autour de la marque tout en prenant en compte la durée de vie du produit. Enfin, nous abordons le rôle crucial du designer dans la conception et la réduction de l'impact carbone des produits. Nous concluons notre échange en explorant 2 points, la vision de Nathanaël sur l'évolution actuelle du design et l'étendue des pratiques, ainsi que la notion de valeur et de posture du designer qui lui permettent d'apporter un regard unique et précieux aux entreprises, mais aussi aux organismes publics et au monde associatif. Je vous laisse découvrir cet épisode et n'oubliez pas de le partager autour de vous. Merci. Bonjour Nathanaël, je te remercie de participer à notre podcast sur le design intégré. Pour commencer, peux-tu nous présenter ton parcours s'il te plaît ? Bonjour Annabelle, j'ai commencé à faire du design il y a un certain nombre d'années. J'ai d'abord été étudiant à l'ENSI, atelier. J'en suis sorti en 93 et là je suis rentré tout de suite dans une entreprise qui s'appelle Otio à Lyon. C'est là où on s'est connus. On faisait essentiellement des produits pour de la domotique avec la Chine. Ça a été ma première expérience dans une start-up. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait vraiment tous les métiers les uns à côté des autres. Et puis travailler avec la Chine, ça a été aussi un grand enseignement sur l'interculturalité et puis le travail à l'étranger. Et puis ça a été aussi une expérience parce qu'on travaillait beaucoup avec la grande distribution, aussi bien dans les grandes surfaces alimentaires et les grandes surfaces de bricolage. Et donc on utilisait beaucoup d'outils, entre autres centres utilisateurs. On parlait pas de ça à l'époque, mais c'était une expérience très intéressante. Et puis au bout de 5 ans, j'ai, pour des raisons familiales, quitté Lyon. Je suis venu en Bretagne, à Rennes, et là j'ai trouvé un poste dans une société qui s'appelle Deltador, aussi dans la domotique. C'était une création de poste, donc c'est une candidature spontanée dans une société qui travaillait depuis 1980 avec des designers, en l'occurrence MBD Design, donc qui avait été créé par Yves Domergue entre autres, et je travaillais beaucoup aussi avec Frédéric Simon. Et là, l'objectif, c'était d'abord de faire le lien entre l'agence de design et puis l'interne. Et progressivement, en fait, il y a eu un certain nombre de projets qu'on a internalisés. Donc, j'ai été seul pendant plusieurs années. J'ai eu après des stagiaires, des personnes en alternance. On a après commencé à découvrir, on va dire à partir de 2008-2009, quand les premiers iPhones sont arrivés, on a commencé à explorer tout ce qui était autour de la connectivité. Moi, j'avais déjà exploré la partie interface avant parce que, entre autres, chez Otio, on avait souvent des produits avec des interfaces. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Ce qui était une vraie problématique. Et donc là, entre autres, pour pouvoir les spécifier, mais aussi pour pouvoir faire des tests avec des utilisateurs et pouvoir discuter en interne ou avec des développeurs pour pouvoir leur faire passer des informations. Donc, j'ai commencé par utiliser Flash au début et puis progressivement, dans les années, avec l'arrivée de la connectivité, on a commencé à utiliser d'autres outils autour de l'UX. Et là, maintenant, on est sur Figma, entre autres, qu'on utilise beaucoup. Et donc, après, dans la suite de mon parcours, en 2012, j'ai repris une formation
en design management avec l'école du design de Nantes et puis l'ESCA, qui a été pour moi une très belle occasion pour aller redécouvrir et réinterroger toutes les évolutions du design qu'on a pu voir à ces époques-là, entre autres autour du design centré utilisateur et du design thinking, et puis de connaître et de rencontrer un certain nombre de personnes qui amenaient des réflexions autour du design avec lesquelles je continue d'ailleurs à échanger beaucoup. Et puis à cette époque aussi, on a commencé à faire travailler une agence juste avant, une agence qui s'appelait Frog Design, que beaucoup de gens connaissent dans le design. Alors pourquoi on y est allé? Parce qu'il y avait, on trouvait pas les compétences en France, entre autres sur tout ce qui était les référentiels design, donc les design guides pour le produit. Et c'est là où on a commencé à aller voir ces gens-là qui nous ont amené beaucoup de choses en compétences sur ça, sur la manière de faire, et puis aussi sur toute cette partie, la partie amont, recherche et études utilisateurs. Donc ça a été une vraie découverte pour moi. Après, quelques années plus tard, l'équipe s'est étoffée. On a eu une direction du design qui est venue. On avait plusieurs personnes en UX qu'on a rassemblées dans une même équipe. Et maintenant, on est une équipe de 9 personnes, dont 2 personnes en design industriel, 2 personnes en UX, plus à côté d'autres compétences que l'on a autour du design. Donc on a une vraie valeur du design en interne. Mais on continue aussi à faire de la collaboration en externe. Donc, on a régulièrement du travail avec des agences, ce qui nous permet d'amener à la fois un autre regard et puis de nouvelles compétences, comme j'ai pu l'expliquer pour d'autres projets. Donc, voilà où on en est. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer, puisque vous êtes designer produit, designer UX, puis bon, toute cette équipe, comment s'articulent les projets, comment émane un projet déjà, renouvellement de gamme, innovation, comment ça se passe? Donc d'où il vient et puis après comment ça se déroule? Comment vous collaborez les uns avec les autres? Est-ce que ça se déroule toujours de la même manière ou non, pas du tout? Est-ce que parfois c'est mené, plutôt par quelqu'un du marketing ou parfois, plutôt par la technique ou l'évolution technologique? Qu'est-ce qu'il en est chez vous et comment ça s'articule? Alors, c'est très variable d'un projet à l'autre. Mais il y a des constantes. La première constante, c'est qu'on a toujours un travail très collaboratif au sein de l'entreprise et que le design est intégré très très tôt, surtout le design produit. On va souvent travailler très en amont. L'idée, c'est même de travailler directement avec les équipes marketing lorsqu'on va faire l'expression du besoin. Donc, pour les aider à formuler la manière dont ils vont faire évoluer le produit, ou alors ça peut être soit un renouvellement de gamme, soit la création d'un nouveau produit. Donc là, nous, on va intervenir à plusieurs niveaux. Alors, soit produit ou UX, parce que finalement, là, c'est des compétences plus de designer qu'on recherche au sens large, plutôt que des compétences liées à un métier en particulier. Donc là, on va faire appel à nos capacités sur à la fois les outils collaboratifs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va être capable aussi d'intervenir sur les outils pour aller voir les utilisateurs, qui peuvent être soit de l'interview, soit des tests utilisateurs, soit des questionnaires. Donc là, on est souvent en charge et très souvent en charge de ça. Et on travaille beaucoup avec les équipes marketing. Et puis après, on va être aussi là pour formaliser. Pour moi, le rôle du design est beaucoup de formaliser, c'est-à-dire de rendre concret des choses qui sont abstraites. Parce que souvent, on va partir sur des textes, des idées, et faire soit du dessin, du sketch, ou aller jusqu'à de la maquette. Parfois, ça permet de formaliser les choses et donc de rendre des choses concrètes. Et donc, là où chacun a des idées qui peuvent partir dans tous les sens et qui peuvent être opposées parce qu'on a des cultures différentes en termes de projet, quand on va passer à du concret, à de la maquette et à du dessin d'abord, ça va permettre de pouvoir recentrer tout le monde sur quelque chose. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, je pense que c'est une des forces du design intégré, c'est de pouvoir intervenir très très tôt dans les projets, très très tôt dans les équipes, ce qui est beaucoup plus difficile quand on va être en agence. Et du coup, vous avez aussi un bureau d'études intégré pour tout ce qui est produit et vous travaillez aussi avec eux? Alors, lorsqu'on fait un projet, et là on sort par exemple de 2 années de projet, où la phase design finalement, à proprement dit design produit, elle a duré que quelques mois. Mais le projet, on l'a commencé tous ensemble en mettant tous les métiers autour de la table. Donc on va mettre naturellement ce qu'on retrouve dans un projet, c'est-à-dire du marketing, de la méca, de la R&D, mais on a mis aussi les achats. Alors les achats ont un rôle essentiel en design parce que souvent il y a des technos que moi je vais vouloir mettre en place. Ces technos-là, il faut aller les chercher. Donc c'est les achats beaucoup qui vont nous aider à trouver les bonnes technos. Et puis quand on arrive auprès d'un chef de projet, c'est bien d'avoir déjà eu des infos par les fournisseurs, voire des échantillons, ce qui permet, donc ça se fait avec les achats, et donc ça permet de pouvoir passer des gaps beaucoup plus rapidement.
Donc les achats, ce qui est pour nous aussi un point important, c'est l'intégration de la production. Donc ça permet de pouvoir intégrer les contraintes de la production très tôt dans les projets. Et puis il y a aussi, à l'inverse, la compréhension par eux de nos métiers et du métier du design en particulier est importante parce que ça permet d'améliorer la collaboration. Justement, tu parles de la production, tu n'as pas précisé avant, mais cette possibilité de collaborer avec la production, pardon, est liée au fait que chez Deltador, vous avez des sites de production en France, alors que tu nous parlais tout à l'heure d'Otio, Oui, chez qui tu faisais sous-traiter en Chine. oui. Alors, Deltador a cette particularité. C'est une société familiale à l'origine, mais on est plus de 850 maintenant, qui fabrique et conçoit ses propres produits. Donc on a plusieurs usines, on en a une en France, enfin on a 2 usines en France, une historiquement à Bonnemain, une autre plutôt spécialisée dans les moteurs qui se trouve dans le nord de la France, et une autre en Allemagne qui est plutôt aussi pour l'électronique, qui est à Rede. Donc ça nous permet d'avoir 3 sites. Et là, pour le coup, je travaille beaucoup avec le site France, mais ça m'arrive aussi de travailler avec les autres sites. Mais l'expérience fait que quand on a travaillé avec un site, souvent c'est beaucoup plus facile de travailler avec un autre parce que les automatismes sont là. On a des personnes souvent qui sont en commun entre les 2 sites, etc. Oui, donc c'est ce qui te permet d'avoir, une émulation et quand tu disais tout à l'heure, bah, on intègre dès le départ du projet la production. C'est possible parce que, justement vous avez l'habitude de travailler Oui, ensemble. oui, l'usine, D'accord. enfin, on est vraiment au pied de l'usine. Là où je travaille, j'ai à moins de 20 mètres, il y a déjà le début de l'usine de production. Donc, quand on travaille sur un projet et que nous, on a terminé le projet, on peut aller voir directement la mise en place des outils de production. Et les équipes, on se connaît, on se parle. Donc ça, c'est un des points forts et je trouve une des grandes richesses de l'entreprise. Aujourd'hui, Deltador, bah, est pas seul sur son marché. La domotique, c'est quand même Non. un marché, qui se développe de plus en plus. Est-ce que tu dirais que d'avoir, intégré le design chez Deltador, c'est une réelle valeur ajoutée, par rapport à la concurrence? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tous les gens qui font de la domotique ont intégré le design et ça fait partie un peu, inhérente du développement de projets dans ces entreprises de ce secteur? Oui, c'est devenu quasi tout le monde là, soit fait intervenir soit des équipes de design intégrés, soit fait intervenir des designers très très en amont dans les projets. Et il y a même des entreprises de domotique qui ont été créées par des designers. Je pense entre autres à Nest, qui à l'origine a été fait par le créateur de l'iPod, des D'accord, iPods OK. initiaux. Donc oui, non, clairement, le design est devenu essentiel parce que les attentes des utilisateurs sont clairement très très importantes en termes de design. Il y a vraiment un niveau très important il y a une vraie bascule à partir de l'arrivée des objets connectés, on va dire à partir de 2010-2012. C'est là où il y a vraiment cette bascule-là avec des gens qui sont arrivés avec des manières très disruptives de fonctionner. Et donc pour nous, ça a été vraiment une remise en cause importante sur nos manières de travailler. D'accord et tu peux nous en parler un petit peu justement de cette remise en cause ou pas? Alors on fait systématiquement des produits connectés, ça c'est la première des choses. Mmh. On ne pense plus un produit comme étant stand-alone. La notion de la connectivité est devenue intégrée dans nos produits, ce qui veut dire qu'on va avoir en termes de design une manière de fonctionner qui est différente. On va avoir un produit physique à faire en design produit. On va avoir aussi en design UX produit entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va avoir à faire des interfaces de produits. Et puis on va avoir systématiquement une partie application. Donc, qui va être donc c'est important d'avoir toute cette panel-là et nous on va travailler sur la cohérence de l'ensemble. C'est-à-dire qu'on va parfois commencer un début d'expérience utilisateur sur le produit physique, qui va se continuer après sur l'application, qui va revenir après sur le produit physique, ou des opérations qu'on va pouvoir faire d'un côté et de l'autre. Donc là, il est important d'avoir de la cohérence entre les deux, et avec en plus d'autres problématiques qui sont par exemple les notions de durée de vie de produit. Un produit, quand on va le mettre dans une maison, il va être là pour plusieurs années. Donc, on va avoir, par exemple, des écrans qui vont être figés avec un certain nombre d'icônes, etc., et de fonctionnalités. Et derrière, ben, quand on a une application, elle va avoir une durée de vie qui va être beaucoup plus courte. Donc, on va faire évoluer aussi bien l'UX que l'UI, donc toute la partie, les couleurs, les icônes, etc., vont évoluer dans le temps assez rapidement. Et donc, c'est ça qu'on va devoir agencer et faire en sorte de tenir en compte. C'est pas toujours très simple, mais ça fait partie du métier. D'accord
Et du coup, oui, ce sont des produits qui sont pensés pour la maison et pour s'intégrer à différents objets de la maison. Et donc, du coup, comment est-ce que vous arrivez à prendre en compte, ces évolutions à la fois d'usage, mais à la fois, d'expérience de vie dans les maisons et souvent quand on parle de design, les gens pensent forcément, décoration, couleur, matière. Est-ce que c'est des choses que vous prenez aussi en considération ou pas du tout, vous êtes complètement, déconnectés, de cet univers-là? Alors, il y a dans les métiers de l'appareillage électrique, clairement des gens qui prennent ça en compte. Tous les gens qui sont autour du métier d'interrupteur. Et c'est leur métier et ils ont la capacité à faire ça, c'est-à-dire à générer, à la fois être capable en termes de moyens de production de faire ça, de le concevoir, parce que c'est une vraie culture et un vrai métier de concevoir ça, d'avoir les bons fournisseurs pour aller chercher des matériaux différents. Clairement, c'est pas notre métier. On a tenté à plusieurs reprises de faire ça. On voit que c'est pas simple, que on n'a pas la culture en interne, les moyens de fabrication et puis la capacité de renouvellement que ces gens-là peuvent avoir. Prend en compte les notions de déco parce que c'est important de parler d'intégration dans l'habitat, mais de là faire des gammes autour de ça, non, c'est pas. Ou alors on va faire une ou deux versions, mais pas plus. Et tout à l'heure, tu parlais justement de longévité dans la maison. Comment vous prenez en compte, ces notions de développement, durable? Impact, alors déjà, bon, c'est de la techno, c'est de l'électronique. Est-ce que c'est plutôt lié aux matériaux? Est-ce que c'est plutôt lié aux matières premières? Est-ce que pour l'instant, vous y réfléchissez pas? Comment ça se passe? Alors, l'entreprise a à la fois des obligations et aussi des objectifs clairement décidés par la direction générale en termes d'éco-conception et de réduction de l'impact carbone de la société. On a des objectifs chiffrés qui sont importants et donc on a l'obligation dans nos projets depuis plusieurs années d'intégrer ça comme composante de notre manière de faire. Et on se rend compte au fil du temps que le design est super important et a en fait un rôle essentiel pour travailler sur les conceptions. En fait, on va avoir souvent des choix importants parce que quand on va choisir des matériaux, une taille d'écran, un design de produit physique, ça aura directement un impact sur l'impact carbone du produit. Maintenant, on regarde l'ensemble des indicateurs, mais je parle de l'impact carbone en particulier. Notre approche pour ça, la première chose quand on est sur un projet, c'est de commencer par faire une analyse de l'existant, la concurrence et ce que nous on fait. On regarde le bilan carbone et le bilan de l'impact environnemental au sens large sur l'ensemble du cycle de vie des produits. Une fois qu'on a travaillé là-dessus, ça nous permet de savoir où est-ce qu'il y a des points à améliorer et où est-ce qu'il va falloir taper pour réduire cet impact-là. Et à partir de là, on va commencer à faire des propositions, mais aussi technologiques, qu'on va marier les deux, aller consulter, parce que souvent l'éco-conception, ça a un côté assez long, il faut aller consulter les gens, faire des calculs d'impact, etc. Donc on va faire ce calcul-là et on va voir souvent 2-3 options qu'on va choisir et à partir de là, on va dire voilà le coût, le rendu et l'impact qu'on va avoir. Et à partir de ça, on est capable de faire un choix. C'est des choix éclairés. Après, ça ne veut pas dire qu'on va systématiquement privilégier et dire c'est uniquement l'impact d'éco-conception qu'on va regarder, enfin l'impact du produit, mais c'est un mixte entre ce qu'on obtient en termes de design, l'impact environnemental du produit, et puis la partie coût. Parce que quand on fait un produit, il faut qu'il se vende aussi derrière. Donc, si on fait un produit très bien éco-conçu avec peu d'impact, mais qu'on ne le vend pas, finalement, on a raté notre objectif. Donc, c'est un compromis souvent. On a beaucoup sur des recherches de compromis. OK. Je crois que tu as bien expliqué, hein, la place du design, chez Deltator et dans le projet et où vous intervenez. Ça me paraît assez clair. Donc, j'aimerais, te faire, finir, notre échange sur, ta vision des pratiques du design. Tu nous l'as dit, tu as été formé au design de produits, puis finalement tu as fait aussi formation, sur, le management du design. Aujourd'hui, tu as du recul et tu montes un master. Donc quelle est ta vision pour toi de l'évolution du métier dans les années à venir? Alors, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais en plus de mon métier de designer produit chez Deltador, où je suis en fait finalement que 4 jours par semaine, j'ai un jour par semaine pris la co-responsabilité d'un master d'innovation par le design qu'on monte avec l'ENSI. Donc, qui est en fait une duplication d'une formation qui est à l'ENSI et que l'on fait à Rennes. Et finalement, au travers de ce poste-là, on a une beaucoup plus grande ouverture sur quelles sont la réalité des métiers du design. En fait, le design, là où on est parti historiquement sur le design produit, on a eu
ce que j'ai expliqué tout à l'heure, une évolution autour du design d'interface. On va parler beaucoup du UX maintenant. On a eu après des évolutions autour du design de service. Et puis on s'est rendu compte que finalement, en détachant progressivement le design de la réalité, on va dire de l'aspect physique autour du produit, on l'a dématérialisé. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un intérêt à penser design en tant que démarche, posture et valeur. Ces trois notions-là me semblent essentielles. Et donc, ça permet de pouvoir appliquer le design à autre chose, par exemple à des politiques publiques, par exemple même à de la loi, ce qu'on appelle le legal design. Et puis, on va aussi aller chercher des pratiques encore différentes. Je pense entre autres à des choses comme le design fiction qu'on travaille, qui permet de donner aux entreprises une vision potentielle de l'avenir, en tout cas pour faire réagir, qui sont vraiment intéressantes. Donc oui, il y a grand élargissement des pratiques du design en partant de la démarche et de ce qu'est le métier et en l'étendant vers d'autres domaines, ce qui est, je pense, une grande richesse pour le métier. Très bien. Et est-ce que tu voulais ajouter autre chose lors de ce podcast, un point qu'on n'aurait pas évoqué? Je pense que oui, le design, c'est beaucoup un métier. Alors, on parle beaucoup de métier de passion, mais je pense que c'est parce qu'on parle beaucoup de la notion de valeur. J'en parlais tout à l'heure, notion de valeur et de posture. Et ça me semble essentiel, en fait, qu'on garde bien ces notions-là parce que je pense que c'est une des grandes richesses de notre métier. Et c'est notre capacité à voir différemment souvent les projets et à avoir ce regard autre qui fait notre apport au sein des entreprises et au sein des organismes d'une manière plus générale. Eh ben, écoute, Nathanaël, je te remercie pour cet échange et d'avoir participé à notre podcast si Merci gentiment. beaucoup, Merci beaucoup, Annabelle. Merci.